Yasmina, deuxième partie. Bernard attendait, ballotté, balayé entre deux univers qu'il ne comprenait plus, le jour où viendrait la petite Farida. Le mardi suivant, lui avait-elle dit. C'était, pensait-il, sa dernière chance. Sans doute, l'enfant ne serait pas accompagné au cabinet par la jeune fille, mais Farida constituait un lien avec elle. Ce serait vraisemblablement Yasmina qui transporterait la petite fille avec sa voiture de Zerwina à la ville. Il pourrait prendre prétexte d'un traitement à expliquer pour lui faire passer un petit mot, ou même pour aller la retrouver avec Farida et son accompagnateur à l'endroit où elle devrait reprendre l'enfant. Farida ne vint pas. Bernard avait échafaudé 1000 hypothèses pour utiliser le lien ténu avec Yasmina. Il avait tout prévu, sauf l'absence de la petite fille. À la fin de la consultation, Mouloud, tel la funeste Parc, impassible, indifférent et inexorable, coupa le fil qui le reliait à Yasmina en classant le dossier de Farida dans le casier réservé aux absents. Bernard se précipita dans la cour de l'hôpital et, empruntant une Jeep, alla à petite vitesse devant la propriété des Ben Larbi. Rien ne filtrait à travers les murs. Le grand portail de bois verni était soigneusement fermé, ainsi que le portillon. Il passa devant une deuxième fois, rouge de confusion. Quelques enfants regardèrent la Jeep avec curiosité. Un groupe d'Arabes encapuchonnés dans leur djellaba, assis sur le trottoir un peu plus loin, suivirent d'un œil intrigué et inquiet le véhicule militaire. Il rentra. Devant le porche de l'hôpital, il faillit heurter un autre véhicule qui en sortait. « Oh, Courbet, qu'est-ce que tu fous ? On a un récep à la préfecture, t'es pas prêt ?» C'était Vincent, tout joyeux, planté sur le siège, le képi rouge posé sur la tête comme la crête d'un coq. Il était accompagné de Durval et de Berger. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, j'arrive. À tout à l'heure. Mais il n'irait pas. Pas ce soir. Il avait besoin, comme un animal blessé, de se soigner tout seul, caché dans un coin. Bréchou serait froissé. Il aimait parader dans les réceptions à la tête de son équipe. Bernard sourit avec amertume. Assis par terre, appuyé à la murette dont il sentait la chaleur accumulée dans la journée le pénétrer comme un liniment, il essayait dans un effort désespéré d'échapper à l'immense tristesse. De petits coups répétés s'élevèrent dans le silence. Le bruit recommença dans le cabinet. On frappait à la porte. Bernard, sortant de son rêve, étourdi, alla ouvrir. Yasmina se trouvait devant lui. Bonjour. Et comme un signe, Yasmina laissa de côté Docteur. Je suis venue excuser Farida, qui n'est pas venue cet après-midi à son rendez-vous. Les mots banals, conventionnels, obligatoires, surprenaient comme une fausse note dans une symphonie. Mais Bernard ne pouvait lui non plus échapper au langage. L'apparition de la jeune fille avait fait naître un espoir fou, insensé, et en même temps la peur irraisonnée, la peur panique de la perdre à nouveau. Bonjour, mademoiselle. J'étais dans le jardin. Voulez-vous entrer ? Et Bernard, d'un geste à peine esquissé, montrait la cour pendant que de l'autre main, il saisissait une chaise, timide et indécis. Yasmina baissa les yeux. Un nuage de pourpre passa sur la carnation délicate comme l'orage dans un ciel clair. Elle hésita. Bernard, les yeux attachés à son visage, attendait. D'un pas léger et souple de jeune félin, sans une parole, avec un air de défi, le sourire chaleureux revenu, elle passa dans le jardin. Bernard avait suivi sans un mot. Il posa la chaise devant la murette et s'assit doucement juste en face. Je suis heureux. C'est une grande joie de pouvoir bavarder avec vous. J'espérais vous rencontrer à nouveau. Oui, sans doute, vous ne vous en souvenez pas, mais... Bernard, éperdu, utilisait le langage hésitant et imprécis que l'on a lorsque, tout en bâtissant sa phrase, on ne sait pas encore quel sera le sens qu'on va lui donner. Eh bien, je vous avais remarqué. Je veux dire aperçu, justement le jour de mon arrivée à Jézila. Vous étiez avec un groupe d'amis, sans doute. Il y avait Mokhtar, l'infirmier. Le fait a dû, pour vous-même, passer tout à fait inaperçu et... Il dut s'interrompre. Déjà, il regrettait la phrase maladroite, imprudente, en forme d'aveu. Il baissa la tête. Sur le sol,
une feuille du figuier flétri attendait, résignée, le premier souffle qui l'emporterait dans le néant. L'image de ce que serait sa passion, si relevant la tête, par une de ces métamorphoses tragiques et inexplicables, il avait devant lui le visage étonné, crispé, fermé et hostile, arboré à la sortie de la consultation de Farida. Je me souviens très bien. Vous êtes sorti d'une allée pour laisser passer 2 pauvres vieux. Le fait est tellement inhabituel. La voix très douce, ornée d'un léger accent, était restée amicale. Relevant les yeux, Bernard eut devant lui, à une longueur de bras, le regard intéressé, attentif, et dans lequel scintillait, venu des profondeurs, la lueur étrange. Mais il percevait en même temps, comme déterminé par la confusion, les bras repliés sur la poitrine, le corps trop droit, raidi, posé sur l'extrême bord de la chaise, les jambes serrées sous la robe soigneusement étirée. Il ne pourrait pas conserver un langage incohérent en forme de demi-confession. Et il était impossible, sur les hauteurs où l'avait entraîné la présence imprévisible, presque miraculeuse de la jeune fille, d'échanger des banalités. L'allusion de Yasmina à l'incident qu'il avait oublié le maintenait dans un état particulier où la réalité s'apparente au rêve. L'intuition qui avait soutenu la longue recherche de la jeune fille, l'impression qu'il n'était plus un inconnu pour elle, n'était donc pas une élaboration de l'esprit. Devant lui, se détachant du mur blanc comme sur un bas-relief, le visage révélé dans les phares de la Jeep le bouleversait. Le corps de la jeune fille était revenu, à nouveau raidi, se poser sur le bord de la chaise. Bernard voyait avec terreur l'hostilité l'envelopper comme une nuée funeste. Il devinait toute la souffrance accumulée dans la nature fragile par les multiples humiliations du petit peuple auquel elle apparaissait attachée, et peut-être par celle infligée à elle-même de par sa condition en suspens entre 2 civilisations. Il sentait aussi ce que son état d'Européen et de militaire pouvait, par association de pensée, représenter. Yasmina demeurait silencieuse. Elle le fixait toujours, attentive. L'œil noir s'était adouci. Bernard baissa la tête, puis murmura. « Ce soir, il me serait très dur. Cela m'affecterait beaucoup d'être la victime d'un jugement basé seulement sur une apparence. Enfin, il faut bien le dire, dans le contexte actuel sur ce que je pourrais représenter pour... » Il avait été sur le point de dire pour vous. Un silence palpable qui semblait s'épaissir comme le brouillard un soir d'hiver s'installa entre la jeune fille et lui. Bernard attendait. Il attendait avec anxiété, avec regret. Il se trouvait maladroit et ridicule. Il aurait voulu corriger. Yasmina se leva. Dans les yeux, la sévérité avait disparu. Elle s'était changée en indécision, une indécision douloureuse, lancinante, qui laissait le regard absent. Elle avança vers la porte, traversant le cabinet à tout petits pas. Bernard suivait plus doucement encore, comme s'il pouvait, en matérialisant le lien qui l'attachait à la jeune fille, la retenir, freiner cette marche vers la sortie. Devant le seuil, elle s'était retournée. Venue des profondeurs, la lueur de complicité avait reparu. Elle envahissait le regard, chassait le doute et la tristesse. Yasmina se rapprocha de lui. Je comprends ce que vous avez voulu dire. En ce qui vous concerne, oui, je crois que c'est vrai. Je peux faire abstraction de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui nous entoure. Ces derniers mots chuchotés dans un murmure, Yasmina se glissa dans le couloir, effleurant à peine le sol. Elle disparut, reflet bleu nuit absorbé par l'obscurité du long corridor. Chez les Prébet, les nombreux invités répartis entre les salons et la terrasse s'aggloméraient en petits groupes. Les habitués, se recevant mutuellement à longueur d'année, s'abordaient avec la désinvolture de qui s'est vu la veille ou dans l'après-midi. Ils se racontaient avec des mimes d'initiés les derniers potins, et se frayant un chemin dans la foule, une bouteille ou un plateau de toast à la main, mettaient une ostentation naïve à afficher devant les autres leur familiarité avec le maître de maison. Militaires, industriels, commerçants, devisaient à bâton rompu de banalité. Mais c'était sans conviction, ou au contraire pour certains, avec une volubilité excessive de grands malades, oubliant un instant dans une discussion animée la précarité de leur situation et le caractère aléatoire de leur projet. Courbet, arrivé en compagnie de Paul Sel et du commandant Bréchou qu'il avait présenté au Prébet, se retrouvait seul.
le commandant était allé rejoindre quelques officiers agglutinés au bout de la terrasse, chuchotant avec des airs de conspirateurs. Paul Sell, impatient et fébrile, s'était éclipsé après avoir bredouillé une excuse et avait disparu rougissant dans les profondeurs de la maison. Bernard revenait du fond du jardin à petits pas lents qui appréciait le moelleux de la pelouse, le regard las et triste errant sur les monuments gréco-romains, lorsqu'il surprit des éclats de voix. Il provenait d'un coin arrangé en portique. Un colonel en uniforme, appuyé contre une colonne corinthienne, argumentait avec véhémence face à un civil en qui Bernard reconnut le sous-préfet. Écoutez-moi, Brossard. La solution sera militaire ou il n'y en aura pas. C'est ce que votre gouvernement devrait comprendre. Commandant un régiment d'assaut, troupe de choc supportant l'essentiel de l'effort de guerre, il participait, à la tête de ces hommes qu'il adorait, aux actions très dures contre de puissants groupes de rebelles bien organisés maintenant. 3 ans que l'on tergiverse avec d'énormes moyens. Et pourquoi ? Faut savoir à la fin. Et ponctuait le propos d'une bonne rasade de scotch. Il y aura une solution militaire. Je suis d'accord avec vous, colonel. Mais elle ne peut être seulement militaire. Brossard, haut fonctionnaire sorti depuis peu d'une école d'administration, représentait le gouvernement métropolitain, démocratie libérale placée par le conflit devant le choix difficile entre plusieurs devoirs contradictoires. Le sous-préfet levait vers le colonel une tête obstinée de républicain sûr de son droit. Un cercle d'invités s'assemblait autour des deux hommes. On ne pourra pas, dans son propre pays, se comporter vis-à-vis des 3/4 de la population en occupant. 3/4 de la population ? C'est la position officielle ? Le cri venait de jaillir de la bouche d'un des habitués de la maison, Rigas, petit homme râblé et bouillant. Propriétaire d'une entreprise de transport, il était le chef de file des ultras, fraction importante de la population d'origine européenne, attachée à l'état de fait antérieur au conflit et opposée à toute réforme, toute concession qui aurait pu la modifier en quoi que ce soit. 3/4 de la population ? Répéta-t-il en s'étouffant d'indignation. Mais ils sont une poignée de rien du tout, qui entraîne, qui terrorise les autres. Nez coupé, oreilles coupées et le reste. Bon Dieu, laissez-nous faire. On a maté d'autres révoltes dans le temps, hein ? Ça n'a pas fait un pli. Et là-bas, chez vous, vous n'avez même pas entendu parler ? Messieurs, de grâce, pas de querelle. Marie Prébet, souriante, venait rompre le cercle encore élargi. Elle s'inclina vers le sous-préfet. Cher monsieur, il faut excuser notre ami Antoine, il a le sang bouillant. Elle avançait le bas du visage en une moue de réprobation. Il faut bien reconnaître qu'il exprime bien ce que tous ici, dans notre pays, ressentons. Le cercle se disloqua dans un brouhaha de discussions passionnées à mi-voix. Ils vont finir par casser la baraque. Laporte, propriétaire d'une importante menuiserie, s'était approché de Brossard qui revenait seul vers la maison. Travailleur inlassable, infatigable, occupé surtout par la marche de son affaire, il n'avait rien contre les Arabes qui constituaient les 4/5 de son personnel. Homme simple et bon, les subtilités à propos de la supériorité d'une communauté sur l'autre lui échappaient. Ce qu'il voulait, c'était la paix, la prospérité, et au-dessus de tout cela, une autorité nécessaire. Qu'il y ait eu incorporé à l'autorité en question quelques éléments arabes, cela ne l'aurait gêné en rien. C'est bien ce qui m'inquiète, Laporte. On comprend mal notre position. Bien sûr que nous aurions préféré en haut lieu que rien de tout cela ne commence, mais dans l'état actuel des choses, l'intransigeance, je dirais même le conservatisme, et pourtant, je suis plutôt d'une mouvance modérée. Cette porte fermée, verrouillée à double tour par vos amis, fait le jeu des plus enragés d'en face, et à long terme. À long terme, vous pensez ? Laporte, qui croyait toujours percevoir autour de lui comme un mirage l'atmosphère de sérénité existant dans sa petite sphère personnelle, s'étonnait. Entre nous, monsieur Brossard, vous croyez que, au pire... Les deux interlocuteurs étaient immobiles, isolés sur la terrasse désertée maintenant. Au pire, je dis bien dans le cas le plus improbable où ça tournerait mal. Ils ont besoin des types comme moi. Enfin, comme nous. À la menuiserie, je vois ça tous les jours. Il n'y en a pas un. Je dis bien pas un. Et vous savez que moi, j'ai de l'estime pour eux, on me le reproche assez. Qui est capable de faire face aux moindres incidents sur une machine, sans parler de tout le reste. Gestion, qualité des billes de bois, enfin, de tout, quoi. Alors ? Brossard écoutait d'une oreille distraite. Il aurait voulu expliquer à ce brave Laporte la complexité du conflit, l'environnement international dans lequel il se déroulait, le détachement clamé ou hypocrite de l'opinion métropolitaine et aussi, progressivement, la volonté des plus radicaux parmi les rebelles de faire table rase, y compris des libéraux comme lui. Mais à quoi bon ?
Bernard remarqua sur la nappe une série de traits étalés en faisceaux violets, rouges, jaunes et verts qui s'entremêlaient harmonieusement aux motifs de broderie. Les derniers rayons de soleil pénétrant à l'horizontale par les grandes baies se brisaient sur les facettes de cristal taillées et se décomposaient en rubans multicolores. Ils apportaient, tels des serviteurs tardifs, charmants et éphémères, leur contribution à la fête. Courbet admirait le jeu de lumière, salutation ultime de l'astre tutélaire. Au-delà des fenêtres, dans le lointain, le moutonnement imprécis de la plaine annonçait le désert proche. La lumière rasante enveloppait-elle de cette pourpre les corps sans vie ou mélangeait-elle cet ultime rayon vert aux taches verdâtres des chairs en putréfaction? L'assemblée bruyante et joyeuse finissait de s'installer. Oubliant un moment ses préoccupations, chacun arborait, au-dessus d'une toilette élégante, un sourire affable, disponible et prêt à s'appliquer à son prochain. Le repas un peu long se déroulait agréablement. Courbet tâcha de s'informer auprès de sa voisine, Claude Guérini, sur les dernières nouveautés littéraires parvenues dans sa librairie. Mais dans le regard doux et brillant de Madame Guérini passait une nuance de confusion. Je ne suis pas très versée en matière de romans. C'est étonnant, n'est-ce pas? Continua-t-elle avec un petit rire. Puis, posant sa main sur le bras de Courbet, avec la familiarité avenante d'une Méditerranéenne. On va demander à mon mari, lui, il est fort là-dedans. Augusto, monsieur me demande quelles sont tes dernières trouvailles. Trouvailles? Oh, rien d'extraordinaire, hélas. C'est un peu le désert en ce moment. Vous êtes amateur, je crois. Je vous ai aperçu au magasin. La prochaine fois, venez me trouver directement. Ce pauvre gros Louis, mon premier vendeur. Il est gentil, mais un peu faible, il faut bien l'avouer. Encore que, pour ici... L'œil noir, sous les sourcils épais, prenait un air désabusé. Nos concitoyens ne sont pas très... Il hésitait. Très portés sur la littérature. Pour revenir à votre question, je viens de recevoir un bon roman d'un auteur américain. Je n'ai plus le nom en tête. Je vous en réserve un exemplaire ? Avec plaisir. Je passerai dans la semaine. Avez-vous quelquefois une clientèle d'origine arabe ? Alors que les conversations entrecroisées l'isolaient depuis un moment, il avait jeté la question à Claude Guérini. Oh oui, bien sûr, surtout chez les jeunes. Il y a de nombreux collégiens et étudiants dans la communauté musulmane. Ceux en particulier issus de familles aisées. Baissant la voix, Claude Guérini se rapprocha. Je dois même vous avouer qu'Augusto, qui a été professeur, les trouve souvent plus intéressés. Enfin, plus sérieux, voire plus intelligents que les jeunes Européens. Vous savez, la jeunesse dorée. Enfin, vous me comprenez. Il se trouve que je connais, très peu, une jeune fille de ces familles aisées qui fait sans doute partie de votre clientèle et... Ah oui, qui donc? Ils sont peu liants, surtout en ce moment. La jolie Madame Guérini le regardait intriguée. Oh, je connais, c'est beaucoup dire. Très vaguement. Je l'ai vue à l'hôpital. Et baissant la voix après un regard rapide à Rousselet. Elle accompagnait à la consultation une enfant d'un village voisin, une mademoiselle... Il feignit d'hésiter. Mademoiselle Ben Larbi, je crois. Un sourire entendu et joyeux éclaira le visage de sa voisine. Mademoiselle Ben Larbi? La jeune, je suppose, la fille de l'européenne, Yasmina. Je comprends que vous l'ayez remarquée, elle, précisément. Je pense qu'il y a de nombreuses jeunes filles qui passent par l'hôpital. Je vous taquine. Une musulmane, une aventure, que dis-je, un simple flirt, même à peine esquissé avec ces filles-là, serait tout simplement inconcevable. Elle est jolie, n'est-ce pas? On la connaissait bien, enfant. Elle était en classe avec Rosa, ma fille, et avec la petite Annie, la fille des Prébés. Elles se sont perdues de vue et ne se fréquentent plus. C'est un peu le cas pour tous les jeunes arabes, et je le déplore. Elle baissait encore la voix. Pourquoi? Bernard la dévisageait malgré lui et voyait l'expression s'attendrir. Un regret? Un remords? Notre attitude ou la leur? La guerre aussi qui n'arrange rien. C'est un si merveilleux pays. Enfin, c'était. Les sorties en groupe dans la campagne, les plages immenses, la beauté du désert, la bonne humeur, dans une atmosphère merveilleuse, bon enfant. Maintenant, depuis 3 ans, et ça va en empirant. Encore ici à Djezila, ce n'est rien. L'ambiance seulement. Cette espèce de clivage affiché. Mais dans le nord, c'est l'enfer. Mes parents y sont installés avec mes 2 frères. Vous savez, le téléphone, un télégramme. Du salon proche de la véranda parvint un air de valse. Vous dansez? Madame Guérini avait retrouvé le sourire charmant et timide arboré au début du repas. Moi, j'adore ça. Elle esquissait sur sa chaise un mouvement du buste rythmé par une mesure à 3 temps.
Agostino n'aime pas. tout en regardant son mari. N'est-ce pas? Tu préfères la grande musique. Puis, sans lui laisser le temps de répondre, se tournant vers Bernard avec un mélange d'innocence et de hardiesse. Vous m'invitez? Ils sont déjà en piste, là-bas. Dans le salon, Prébet et son épouse, empesés et un peu solennels, venaient d'ouvrir le bal. Une dizaine de couples les avaient suivis, tournoyant, le visage coloré sous les lumières douces et tremblotantes des candélabres à bougies. La maîtresse de maison les avait fait installer, et leurs bras multiples, tels ceux de Kali, la déesse indienne, déesse de la mort, luisaient dorés ou argentés aux quatre coins de la grande salle. La colonne avançait, longue et sinueuse, dans un silence sidéral. L'escouade d'Abderrahman était en route depuis 2 jours. Elle avait laissé les grandes dunes et abordait une région au relief plus accentué. Les roches, dévêtues de leurs robes de sable jaune, se dressaient découpées, ciselées, nettes et pures, sous la clarté blafarde, comme autant de constructions d'une cité étrange. Nourdine Ben Larbi suivait mécaniquement, perdu en une réflexion qui lui tenait lieu de compagne dans ses longues veilles, sous le rocher en forme d'écueil face à l'immensité de sable ou dans les interminables marches de nuit. L'enthousiasme qui l'avait poussé à rejoindre le mouvement et à s'engager personnellement et physiquement ne faiblissait pas. Il avait par contre beaucoup de peine à s'adapter au caractère impitoyable et sanglant de la guérilla. Armé d'un bon fusil, il devenait pourtant un combattant non négligeable. Mais il y avait un abîme entre clouer sur place les figurines d'une chorégraphie qui se déroule à 300 mètres et se trouver à longueur de fusil devant un regard suppliant, terrorisé, affolé, ou pire, résigné, indifférent, déjà parti. Dans les 2 petits miroirs circulaires passait en se bousculant, sarabande funèbre, la multitude des souvenirs, la multitude des possibilités offertes, des projets qu'il était difficile d'anéantir d'un minuscule mouvement du doigt sur une gâchette. En lui, l'étudiant réfléchissait trop, et en lui aussi, le jeune mystique considérait comme audacieuse, téméraire et orgueilleuse cette incursion dans le domaine réservé aux dieux. À la frénésie sanguinaire de ses compagnons de combat achevant, le visage tordu de haine, les blessés d'une embuscade, il opposait une attitude faite de réprobation et de dégoût. La tête détournée et les quelques pas parcourus pour s'éloigner prenaient le caractère d'une condamnation qui s'insinuait comme un doute dans ses esprits souvent frustes. Et à ce doute, Nourdine savait bien que sa condition de fils d'une infidèle, d'une étrangère, s'ajoutait encore, élargissant la fêlure. Loin devant Nourdine, Abderrahman avait élevé la main, puis l'avait abaissée, répétant le mouvement 2 ou 3 fois. Chaque homme derrière lui avait répété le geste, puis s'était accroupi. Nourdine regarda vers la crête dentelée. Le guetteur avait disparu, collé au sol sans doute. Un grondement imperceptible d'abord et qui s'enfla très vite emplit la vallée. Un frisson parcourut Nourdine. Une vague impression de nausée remontait du fond de ses entrailles. Il avait faim. Il prit une poignée de dattes et les laissa une à une se ramollir dans la bouche. Il eut la tentation de s'envelopper dans la vaste et chaude djellaba attachée dans son dos. Il n'en eut pas le temps. Le bruit menaçant diminuait. Le grondement sinistre s'atténua et se transforma en un petit ronronnement disparaissant jusqu'au silence. Le silence absolu, profond, sidéral qui surprenait après le tintamarre. Le bruit léger d'une pierre dévalant la rocaille le fit sursauter. Une ombre se mouvant avec rapidité et légèreté, gros papillon grisâtre, approchait. C'était Shérif l'éclaireur. Il s'était avancé après l'alerte et n'avait rien vu. À son avis, on pouvait repartir. Il n'y aurait pas d'autre convoi. Grand, très maigre, ascétique, redouté, il arborait le regard halluciné du mystique. La rébellion était pour lui une guerre de religion, une résurgence, le début d'une de ces envolées inspirées par son Dieu et qui, dans les temps anciens, avait déferlé sur le continent. Il combattait pour Dieu. Sa mission se résumerait à chasser les infidèles et aussi à éduquer, à épurer ceux de ses frères que l'influence pernicieuse de l'Occident avait pervertis.
La longue marche continua, silencieuse et rapide. Il n'y eut plus d'alerte. Peu avant l'aube, les hommes s'enveloppèrent dans leur djellaba. Sur le flanc de la colline, telle une file de moines revêtus de la robe de bure, regagnant quelques monastères perdus dans la montagne, ils cheminèrent encapuchonnés et sans un mot jusqu'au matin. À l'est, une lueur embrasa le ciel. Les pics dentelés se dressèrent, rosissants, offerts à l'astre créateur qui allait les tenir sous ces rayons brûlants que rien ne filtrerait. Le groupe se dispersa. Chaque homme se dissimula sous une roche. Nourdine, épuisée, tomba sur le sol. La course rapide sur le terrain difficile avait eu raison pour un moment de son enthousiasme. Il se glissa sous une anfractuosité et sombra dans un sommeil sans rêve. Un grondement sourd, puissant et continu, entrecoupé d'explosions, s'échappait du bâtiment principal dans lequel semblaient trôner, triomphants et coléreux, quelques Molochs affamés. La moitié de la ville s'était réunie aux abords de la menuiserie. Visages incrédules, stupéfaits, atterrés, haineux ou désespérés. Chacun contemplait, s'exhibant en une danse macabre au milieu des flammes, le spectre de la Révolution, qui, par une espèce de miracle auquel on avait fini par croire, avait jusqu'à cette nuit ignoré la petite ville coquette et tranquille. Bréchou arriva, les yeux brillants, la démarche incertaine. Vincent était allé le chercher à l'autre bout de la ville. Vous êtes tous là ? Bien, très bien. La voix pâteuse essayait, au sortir d'un sommeil éthylique et profond, de meubler la conversation comme aurait dit la charmante Madame Rigas. Vous avez pu voir s'il y avait des blessés ? J'ai fait monter 3 ambulances. Vincent m'en parlait d'explosion. Non, mon commandant. Je ne pense pas. Il n'y avait personne sur le chantier à cette heure-là. Berger, l'œil froid derrière les lunettes, apportait à Bréchou une réponse logique et sans émotion de clinicien. Il est Laporte. La maison n'a pas été touchée. La famille Laporte était rassemblée un peu plus loin, au milieu d'un groupe d'amis presque gênés de leur impuissance. Ils étaient assis, tassés sur quelques sièges de jardin jetés là, épars. La vieille mère Laporte, 2 grands pieds noueux et incongrus dépassant d'une longue chemise de coton, une couverture jetée sur les épaules, était prise d'un tremblement incontrôlé. De grosses larmes hésitaient un moment au bord de l'œil, dont un liseré grisâtre avait envahi l'iris. Puis elles descendaient, en suivant un des sillons multiples et profonds qui allaient se perdre vers les replis accumulés sous le menton. Dans la tête chenue, où les souvenirs anciens ont tant de netteté, passait le père Laporte, jeune alors, installant sur le terrain vague de ses propres mains un hangar rudimentaire. Y défilaient aussi les heures de travail acharné, sans un jour de repos, sans une sortie, sans le moindre luxe, les années passées à transformer le hangar en une usine prospère que Guillaume le fils, gros travailleur comme le père, avait encore agrandi. Elle pleurait, la vieille dame. 60 années de labeur et de sacrifices anéantis. Elle pleurait le vieil époux emporté par une pneumonie qu'il n'avait pas voulu faire soigner. Elle pleurait sans doute, sans en avoir conscience, sur ce constat de la futilité des existences passées à accumuler des biens, et dont l'incendie, en une illustration cruelle et particulière, venait lui démontrer l'inutilité générale. Antoinette, sa belle-fille, serrait convulsivement contre son corps charpenté ses 3 enfants. Le dernier, son jeune fils, s'était endormi sur les genoux rassurants, le pouce enfoncé dans la bouche. Et chacun, en passant, se montrait attendri. Kaema, la vieille domestique de la maison depuis 40 ans, regardait autour d'elle, apeurée, inquiète, en équilibre sur le bord d'une chaise. Elle était la seule arabe présente ce soir. Et au passage des hommes courants, visage fermé, mâchoire saillante, elle se serrait, menue et solitaire, contre la grande Madame Laporte. Laporte, venu du fond du chantier, s'agglutina à la famille. On le vit surgir, essoufflé, le visage noirci, incrédule et comme honteux de ce qui lui arrivait. Heureux et fier de sa réussite, toujours souriant, il entretenait avec la communauté musulmane de bons rapports. Son personnel, constitué à 80% par des Arabes, jouissait des meilleurs salaires peut-être de toute la ville. Et fait plus important, il leur montrait de la considération, répondant poliment à une salutation, s'enquérant volontiers de la santé d'un enfant malade et ne répugnait pas à prendre un verre avec une connaissance d'origine musulmane rencontrée en ville. Hélas, Boulamaï était venu du nord apporter un mot d'ordre émanant de la fraction dure de la rébellion, celle qui avait fini par s'imposer.
Il fallait étendre dans le sud, et en particulier dans les villes, la politique d'attentats, d'assassinats, de destruction qui était celle appliquée dans les régions côtières. Tout objectif atteint facilement, spectaculaire, frappant les esprits, serait prioritaire, quelle que soit la tendance de son propriétaire, ultra ou libéral. Cette question n'avait même pas été effleurée. La menuiserie industrielle constituait une proie idéale, et la tendance qu'affichait Laporte n'avait pesé d'aucun poids dans la décision. Mais cela, il l'ignorait. Et il voyait dans cet incendie quelque chose d'incroyable, d'incompréhensible, une espèce d'aberration, presque une injustice. Assis sur les chaises posées derrière la villa, Guyot, l'œil petit, luisant d'une lueur mauvaise et cruelle, Laporte, sinistre, et 2 sergents entamaient un long conciliabule avec les 2 contremaîtres de Laporte. Dans la Jeep surchargée, qui revenait à petite vitesse vers l'hôpital, Durval fulminait encore, parlait de guerre totale, d'écrasement sans merci. La seule solution, croyez-moi, la seule solution, ce sera eux ou nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Personne ne répondait. Confusément, Berger, Vincent et Paulsel sentaient que ce n'était pas aussi simple. Cette rébellion était finalement plus avancée, plus enracinée dans le pays qu'on ne l'avait laissé entendre. Mais ce n'était pas le moment d'évoquer cela. Leur copain Durval était ici. Bernard comprenait ce que représentait l'incendie pour les Laporte. Il réalisait très bien le bouleversement de leur existence, le poids de ce châtiment pour une faute, si faute il y avait eu, perpétrée 2 siècles auparavant dans un de ces aléas de l'histoire dont ils n'étaient pas responsables et qu'ils ignoraient. Mais ils ne le ressentaient pas. Depuis le passage inespéré de Yasmina au cabinet, il vivait dans le détachement de tout ce qui ne concernait pas la jeune fille. Une partie de lui-même se comportait d'une façon tout à fait normale. Il accomplissait son travail, bavardait, participait, désabusé, aux interminables discussions dans la petite maison, se rendait encore à une réception, faisait à l'occasion une partie de tennis et prenait ses repas de plus en plus légers aux messes. Seuls, quelques amis à la sensibilité aiguisée par leur propre situation pressentaient la fêlure. Paulsel, anxieux, en permanence préoccupé par l'attitude d'Annie Prébet, Lapierre, rongé par le poker et que Bernard aidait parfois dans ses ennuis d'argent, et Mouloud, intuitif, en proie à une inquiétude mystérieuse. Après des semaines d'attente vaine, succédant à l'espoir que la visite avait suscité, voir la jeune fille était devenu un besoin qui n'avait que faire d'un devenir. Ce soir, Bernard ne pouvait prolonger plus longtemps le moment passé dans le jardinet, à espérer une venue à la fois tellement désirée et tellement peu probable. Un capitaine du service de santé, envoyé pour seconder Bréchou, devait être présenté par le commandant à toute son équipe. Un pot avait été organisé. Devant l'hôpital, quelques convalescents s'apprêtaient, après la grosse chaleur, à errer dans les allées du jardin. Il l'aperçut du haut du perron. Elle passa, rapide, furtive, la tête baissée, enveloppée dans la robe bleu nuit, inaccessible et mystérieuse, comme la fille du sous-fête dans le voile consacré. Elle se glissa dans l'avenue par le portillon et disparut. La porte de métal se referma avec le claquement sec d'un coup près. Ainsi, Yasmina était à l'hôpital. Elle était là, accompagnant un malade, un parent, un habitant de son village. Là, à quelques mètres, et elle n'était pas passée au cabinet. Elle était peut-être venue souvent ainsi, depuis la dernière entrevue. Il se sentit décoller du marbre, dévaler les marches, traverser la cour à grandes enjambées et déboucher sur l'avenue. Trop tard. À quelques dizaines de mètres, Yasmina s'engouffrait dans une petite voiture verte et démarrait, avec un vrombissement de moteur pressé et rageur. Bernard resta sur place, le dos écrasé contre le mur rugueux, dont les aspérités aiguës passaient à travers la chemise, comme autant d'épines. Il attendit. Par vagues successives, comme le flot sur une plage à marée montante, toutes les significations de ce qu'il venait de voir balayaient son corps et venaient comme autant de menaces le submerger les unes après les autres. Il s'était donc trompé depuis le début. Le regard complice, une illusion. Sa dernière intrusion dans le petit jardin, une visite banale. Ce monde parfait dont nous ne devrions être que des exilés et auquel il croyait accéder à travers les grands yeux noirs,
un leurre lui aussi. Son univers s'écroulait. Il se retrouvait dans un monde minéral, froid et indifférent. Bernard, dans une démarche mécanique, comme s'il eût été soudain trop fatigué, retourna s'asseoir dans la cour. Bonjour, ça va? Tu es malade? Mohamed Ben Sharif, le fils du concierge, la petite souris, le regardait intrigué et compatissant. Puis, en hésitant, il tendit une main menue et un peu sale, comme pour un réconfort. Bernard la serra. Bonjour, Mohamed. Oui, je suis fatigué, peut-être un peu malade. Tu as bu de l'eau? C'était l'explication des dysenteries qui accablaient la population pauvre, puisant l'eau si précieuse un peu n'importe où. Non, ce n'est pas l'eau. Et toi, tu vas bien? Mais il n'eut pas de réponse. Ben Sharif, le concierge, la chéchia rouge de travers sur la tête, vint, cérémonieux et gourmet, récupérer son fils. Mohamed, laisse le lieutenant. Il vous ennuie, mon lieutenant? Il me fait honte. Je suis confus. Il est trop familier avec tout le monde. Mais non, monsieur Ben Sharif, mais non. Mohamed ne m'ennuie pas du tout. Je suis heureux, au contraire, qu'il soit là. On n'est jamais trop familier avec les autres. Jamais. Les enfants le savent. Ils le sentent d'instinct. Les dieux l'enseignent et les adultes l'oublient. C'est dommage. C'est tragique souvent. Ben Sharif salua, encore plus ennuyé, et s'éloigna. Après le départ du concierge, Bernard se souleva péniblement et resta debout, indécis. Il n'irait pas à la réception du capitaine. C'était discourtois et même imprudent vis-à-vis de Bréchou, toujours aimable, mais d'humeur changeante. Il n'en avait pas le courage. Peu de temps s'était écoulé et la murette était encore tiède. Il s'absorba dans la contemplation du bout de carrelage tapissant la courette devant le cabinet. Les multiples fragments de formes et de coloris différents apparaissaient comme le langage, hiéroglyphe ancien et indéchiffrable, de quelque entité jalouse et redoutable. Il tourna la tête. Silencieuse, le sourire à peine esquissé du Vinci au coin des lèvres charnues. Yasmina le regardait. Bonjour, j'ai pu m'échapper 1 minute. Je suis venue... Elle avait une hésitation. Je suis venue bavarder un peu avec vous. Les oreilles de Bernard avaient entendu la voix. Les yeux avaient vu la jeune fille, mais l'esprit n'avait pas enregistré le message. Il resta immobile, collé au dallage de la cour, la tête levée vers elle, incrédule. Il fallait laisser passer quelques instants pour que l'intelligence puisse savourer, morceau après morceau, région après région, toutes les significations, tous les espoirs que représentait la présence de Yasmina. Il se leva enfin. Je vous attendais. Je vous attends tous les jours, tous les soirs. Et baissant la tête, une fois encore humble et vaincu. Vous le savez bien. Il releva les yeux. Sur le visage de la jeune fille, une vague de pourpre avait assombri le bronze à peine doré du teint. Mais dans le regard luisait la complicité du premier jour dans le parc. Puis le regard s'abaissa. Elle avait posé sur le petit mur un sac de papier décoré d'une large enseigne, Librairie Guérini. Bernard alla chercher une chaise qu'il plaça délicatement devant la murette. Je vois que vous m'avez apporté de la littérature. Asseyez-vous. Que lisez-vous en ce moment? Le pourpre avait reflué. Il y avait dans les yeux de la reconnaissance. Elle saisit le sac d'un mouvement gai et enjoué et l'ouvrit. Avec l'ardeur du néophyte, Yasmina fit de nombreuses remarques sur les livres qui avaient enthousiasmé son adolescence. Bernard, au comble d'un enchantement qu'il aurait voulu éternel, écoutait. Il y a quand même quelque chose de terrifiant dans les romans consacrés à la passion. C'est la fin tragique des amants. La remarque de Yasmina effraya Courbet. On dirait une malédiction. Vous ne trouvez pas? Bernard perçut la question comme un doute. Dans l'esprit spontané de Yasmina, d'une Yasmina encore très proche de l'enfance, l'engouement, puis le rejet, constituaient une menace permanente. Il ressentait encore la douleur qu'avait été le retournement soudain, imprévu et inexplicable de la jeune fille lors de la consultation avec la petite Farida. Il s'entendit répondre. Oui, ce que vous dites est vrai. Mais il n'y avait peut-être matière à un roman que si précisément le sort des amants concernés était tragique. Il passa très vite et essaya d'ouvrir une brèche dans la barrière dressée entre la jeune fille et lui par leur appartenance à deux univers différents. Voyez-vous, Yasmina?
Il l'appelait ainsi pour la première fois. Attentive, le visage grave, tendu vers lui, elle ne releva pas la familiarité nouvelle. Voyez-vous, un grand amour obéit à des lois éternelles, et non à celles qui, souvent changeantes, sont en usage dans l'existence traditionnelle. Vous comprenez, Yasmina ? Il n'avait pu s'empêcher de répéter le prénom. Oui, je comprends. Vous n'êtes pas de cet avis ? Il n'osait plus prononcer le prénom familier. Sur le visage de la jeune fille, toujours tendue vers lui, une crispation imperceptible décelait la réflexion, l'indécision peut-être, devant un choix. Vous seriez, je crois, un bon avocat. Je ne sais pas, Yasmina, si je suis un bon avocat. Peut-être le devient-on pour défendre une cause qui vous est très chère, une cause essentielle. La jeune fille le regardait sans ciller. Une cause essentielle ? Pour vous ? Oui, Yasmina, oui, bien sûr, essentielle pour moi. Cela aussi, vous le savez bien. Elle se dirigea vers le cabinet sans répondre. Comme la première fois, elle marchait d'un pas très lent. Bernard la suivait sans un mot. Elle se retourna. Le doute avait disparu de son visage. Je dois partir maintenant. Je reviendrai. Et pour répondre à l'interrogation muette et anxieuse de Bernard, je reviendrai bientôt. Très vite. Je vous le promets. Une oscillation aussi légère que celle du frêle roseau sous la caresse du vent incurva la taille et la rapprocha de Bernard jusqu'à le frôler. Il n'osa faire un geste qui aurait pu rompre l'enchantement. Yasmina s'enfuit et disparut dans le couloir étroit. Après l'incendie de la menuiserie, la quiétude de la petite ville disparut. Un couvre-feu avait été instauré. Le soir, les djellabas brunes ou blanches, les haïques multicolores, regagnaient précipitamment, toute nonchalance abandonnée, leur maison ou leur quartier. On avait affiché de grands placards sur lesquels il était expliqué dans les 2 langues la nécessité des mesures prises. On y précisait qu'elles étaient imposées à toute la population. La dernière précision, se détachant hypocrite, naïve et un peu ridicule en caractère plus gros. Très vite, la population d'origine européenne contourna, puis ignora les consignes. À la préfecture, ce fut le défilé des prébets, des lapressacs, des rigasses venus chercher un laissez-passer. Le traitement de faveur consenti aux Européens ne pouvait qu'accentuer un clivage déplorable entre les communautés, au moment où, dans une tardive, ultime et inutile tentative, le pouvoir politique essayait de rassembler dans une même nation tous les habitants. Les barrages furent espacés, les patrouilles supprimées, le temps de couvre-feu réduit comme une peau de chagrin. La petite ville reprit son aspect débonnaire et tranquille qui avait tant séduit Bernard Courbet le jour de son arrivée avec le convoi. Restée la seule victime, Henri Laporte se débattait avec les assurances qui ne couvraient pas les dommages provoqués par les attentats et n'apportaient aucun soulagement. L'administration faisait état d'une loi d'indemnisation, mais le vote indispensable se faisait attendre. La villa noircie s'élevait, témoin gênant, face au chantier où les bulldozers de Prébet remettaient un peu d'ordre. Elle était entourée par un cordon de troupes, mesure excessive qui donnait bonne conscience aux autorités, et l'impression à la famille Laporte, groupée derrière les fenêtres, d'être prisonnière autant que celle d'être protégée. Tous les ouvriers avaient été renvoyés, et dans un accès de mauvaise humeur, par réaction à l'attitude généreuse qui avait été la sienne jusque-là, Laporte avait refusé de verser les paies de fin de mois. J'en ai rien à faire de la légalité. On se fout de ma gueule. J'ai tout investi dans ce bled, monsieur Thomas. Tout. Vous comprenez ? Je n'ai pas un sou. Je dis bien pas un sou en métropole. Moi. Je vous comprends, monsieur Laporte, je vous comprends. Mais patientez un peu. Il y a bel et bien une loi de solidarité en préparation. Ça, officiellement. Et Thomas redressait sa petite taille, revêtu un instant de la dignité de sous-préfet. Officiellement, je dis bien. Je peux vous le certifier. Eh bien, monsieur le sous-préfet, allez donc raconter ça à mes Arabes. Dès que j'aurai touché mon indemnisation, ils auront leur paye. Et d'un ton haineux qui surprenait chez ce brave homme, il détachait chaque syllabe. Marie Prébet au téléphone rameutait tous leurs amis. Non, mais venez. Il n'y a rien de changé, surtout pas. Il serait trop content.
Les Laporte sont encore à la maison. On va leur faire une petite fête. Les Laporte avaient été les rois de la réception. Chacun commentait, en un aparté qui se voulait volontairement peu discret, tous leurs faits et gestes de la nuit de cauchemar, en les enluminant d'une admiration exagérée. La famille renaissait dans cette ambiance où chacun donnait avec bonne foi et générosité des informations inédites, garanties, à propos d'une indemnisation fabuleuse, une reconstitution aux frais du gouvernement, des commandes spéciales, énormes, réservées. Oui, Laporte, sacré vénard. Vous pourrez même agrandir. J'ai un cousin dans le Nord qui, après un coup comme le vôtre, a vu son affaire doubler en quelques mois. Laporte, l'œil brillant, un peu serré dans son costume clair, allait de l'un à l'autre. Il se jetait presque dans les bras des ultras. Il reniait en une heure tout un passé d'homme équilibré, libéral et raisonnable. J'ai été idiot, vraiment idiot, quand je pense à tout ce que je faisais pour eux. Mais c'est bien fini. Et si je redémarre? Mais bien sûr que tu vas redémarrer. Rigas, généreux et volubile, entourait d'un bras protecteur les épaules de l'enfant prodigue. Après le repas, les groupes dispersés répartis autour des petites tables s'étaient reformés. La gaieté forcée, l'engouement du début de la soirée avait disparu. Claude Guérini et Thomas placèrent un disque sur le gramophone. Ils essayaient d'entraîner leurs voisins dans un foxtrot endiablé. Mais chacun déclinait l'invitation en souriant, avec la tristesse attachée aux choses qui ne seront plus comme avant. En traversant le jardin, les invités pouvaient deviner dans l'ombre, derrière le petit mur bordant la propriété, les militaires disposés sur l'ordre de Delacelle en un cordon serré. Il en provenait, curieux et saugrenu dans la nuit calme, un appel, un claquement de culasse, un bruit de moteur emballé ou le chuintement de pneus d'une Jeep s'arrêtant brutalement. Guérini entoura d'un bras long et nerveux les épaules de la jolie Claude, son épouse. Tu vois ça? C'est l'image de notre petite ville dans la tourmente. Qu'est-ce que tu peux être pessimiste? Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir? On n'a même pas pu danser. Delacelle l'a dit lui-même, l'incendie, un incident, peut-être même un accident. Ils n'ont rien trouvé et le secteur n'a jamais été aussi calme. Alors? Guérini se pencha et appuya des lèvres presque paternelles sur la tête rapprochée. Il dissimulait dans l'opulente chevelure un sourire désabusé et amer. Assis sur le banc de pierre, flanqué des 2 colonnes corinthiennes du grand-père, Annie laissa une main à demi consentante dans celle de René Polsel. Jacques Prébet, grand et gros garçon, sournois, était debout face à eux. Vous avez entendu la Guérini? Elle croit que c'est un accident. Un de ces jours, on va balancer quelques torches sur les entrepôts des Ben Larèche, des Ben Larbi et autres Ben trous du cul. Là aussi, ce sera un accident. Non, pas ça, surtout pas ça. Sinon, ça n'en finira pas. Laissez faire l'armée, c'est son boulot. Polsel, raisonnable et occupé, surtout à pétrir doucement la main d'Annie, avait pensé donner un bon conseil. L'armée, tu parles. L'armée, elle ne bouge pas. Rien, même pas ça. Ah, des va-et-vient, des cris, des fusils qui s'agitent comme ce soir autour de la maison, ça oui. C'est vrai ça? Annie, reprenant le propos de son frère, retira la main que Polsel essayait vivement de retenir. C'est vrai que l'armée ne fait rien? Et les autres qui nous narguent pendant ce temps? Hier encore, j'ai croisé Yasmina. Vous ne la connaissez pas? C'est une ancienne copine. Elle est passée sans un regard, fière, un petit signe de tête et le sourire hautain. Méprisant, c'est un comble. Ah, celle-là, elle est devenue moche. Tu n'as pas toujours dit ça, petit frère. Tu te rappelles? Toi, ferme-la. Polsel les regardait tour à tour, un peu étonné. Non, rien, secret de famille. Et elle ajouta malicieusement. Un jour peut-être, on vous initiera. D'elle-même, la petite main capricieuse alla se replacer dans celle orpheline de René. Au contact des doigts tièdes, qui ne refusaient plus de s'en mêler aux siens, Polsel se sentit très proche des Rigas, des Prébet et de Jacques Prébet lui-même. Vous savez, je connais mal ce pays. Si vous pensez qu'une action directe et clandestine des Européens, moi bien sûr, enfin, nous, l'armée, on est avec vous. Et se penchant sur Annie, allant jusqu'à sentir la chevelure sous la bouche humide. Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Les nattes cuivrées et épaisses au parfum de violette se laissèrent effleurer un moment par les lèvres qui murmuraient. Dans le lointain, un coq matinal chanta 3 fois.
L'onomatopée sonore flotta dans l'air tiède au-dessus du petit groupe, puis s'éteignit. Personne ne l'avait remarqué. La petite voiture verte arriva à l'entrée de Zerouina. Quelque chose avait changé dans le village, mais Yasmina ne pouvait le définir. La rue se découpait déserte dans l'étrange paysage. Le vent, comme épuisé, soulevait mollement une poussière grise qui retombait doucement sur les maisons, comme sur autant de sépulcres. Une tache sombre, rectangle noir dessiné dans le bleu délavé d'une maison, fit sursauter la jeune fille. Elle arrêta l'automobile. À demi fracassée, gonds arrachés, une porte gisait sur le sol en travers de l'entrée. Yasmina regarda, atterrée. Une nausée remonta du fond des entrailles, insidieuse et oppressante. Elle ne voulait pas comprendre. Franchissant un toit, un rayon de soleil illumina la façade. L'astre s'arrachait à la ligne d'horizon et s'élevait majestueux. Dans le rectangle devenu plus clair, on distinguait pêle-mêle et renversé une table, quelques chaises, un trépied orné de nacre, un plateau de cuivre d'où s'échappait un reflet jaune. Yasmina repartit. Plus loin, une autre entrée béante laissait apercevoir un intérieur dévasté. Chez les parents de Farida, la porte était fermée et cadenassée. Comme deux yeux aveugles entachés de cataracte, morts, les deux fenêtres basses et étroites aux vitres fendillées et encrassées la fixaient sans la voir. La porte de l'habitation voisine s'entr'ouvrit. Une petite vieille, d'un signe de la main discret et impératif, l'invita à entrer. Les militaires sont passés hier dans le village. Oui, dans la nuit. Ils cherchaient des armes, des hommes aussi. Ils avaient une liste de noms. Ils enfonçaient les portes avec leurs camions. Les hommes se sont enfuis par les toits. Boucharim et Ben Azouz ont été abattus. D'autres arrêtés par la troupe qui encerclait le village et amenait on ne sait pas où. Au fond de l'œil délavé, frangé d'un cercle bleuâtre, Yasmina pouvait voir, conservée intacte comme sur une photographie, toute la terreur accumulée pendant la nuit infernale. Et la mère Azoug, Farida, sa mère, et les autres enfants? Azoug a pu s'enfuir, je crois. Pour Samira, il n'y a pas eu de brutalité, ni pour les enfants. Mais elles sont parties dans la journée avec d'autres familles. Ils sont tous montés vers Borgadia, dans la montagne. Une petite musique chantante et familière vint atténuer l'atmosphère angoissante. Le thé, rite ancestral de l'hospitalité, était prêt. Je suis sans nouvelles de mes Saoud et d'Ali, mes deux fils. Je suis folle de peur. Tu pourrais peut-être, toi, ou... Elle hésitait. Ton frère, un chef. Enfin, tu dois bien savoir quelque chose. C'est bizarre. Depuis quelques semaines, ils sont partis. Sans doute au loin, en opération, en embuscade. Tu penses? C'est ça? J'essayerai de me renseigner, je te dirai. Mais tu sais, on reste aussi parfois longtemps, assez longtemps, sans nouvelles de Nordine. Ne sois pas trop inquiète. Je pars maintenant. Je dois voir encore les guébouches au village pour... La vieille femme se redressa affolée, suppliante. Non, pas aujourd'hui. Ne reste pas à Zaoulina. Il y a peut-être des bariolés qui traînent encore. Belle comme tu es, seule, tu imagines? Tu sais, l'autre nuit, la petite Fatima et la petite Daoulia, et d'autres encore? Enfin, on le dit. Non, file, rentre en ville en vitesse, directement, et ne t'arrête pas, sous aucun prétexte. Au bar de l'hôtel Transat, un des plus luxueux de la ville, toutes les tables étaient occupées. On s'interpellait d'un bout de la salle à l'autre, dans un brouhaha joyeux. Les jeunes musulmans employés de l'hôtel s'activaient en silence, un sourire contraint plaqué sur les lèvres fermées, à l'énoncé d'une de ces plaisanteries habituelles, faites sur un ton bon enfant et qui n'avait de blessant que le fait de ne pouvoir être retourné. On entendait à tout moment « Ahmed, mon anisette. Mohamed, un café !» Mais jamais, ou très rarement, le prénom véritable du serveur.
L'attitude détestable d'affubler d'un patronyme unique tout arabe du petit peuple était toujours en usage. Préoccupé, Belouana, le maître d'hôtel, surveillait d'un œil inquiet la grande entrée, un hall surmonté d'une voûte byzantine et par lequel on accédait à la grande salle. En début d'après-midi, il avait réuni ses serveurs dans la cuisine et derrière la porte soigneusement fermée, leur avait donné l'ordre, sans explication, mais fermement et solennellement, de sortir de l'hôtel à un signal convenu. Vous laissez tout sur place, discrètement. Vous vous glissez au dehors et vous disparaissez. Voilà, c'est tout. Un mot, un seul mot, je dis bien un seul. L'œil noir fascinant de l'oiseau de proie les fixait l'un après l'autre. Et c'est la mort. La déflagration brève, sèche et monstrueuse s'entendit de toute la ville, et pendant quelques secondes. Mais le temps parut beaucoup plus long. Chacun sembla se pétrifier sur place, regardant stupéfait, incrédule, dans un silence total qui avait quelque chose d'irréel, le nuage de poussière, puis la fumée épaisse s'élever de ce qui semblait être le centre de la cité. Au milieu des cris, des piétinements, des voitures emballées, et très vite des sirènes d'ambulance, chacun se précipita, se bouscula, courut affolé, puis terrifié vers l'hôtel Transat où une bombe de forte puissance dissimulée dans un gros couffin venait d'exploser. Labedzi, le directeur de l'hôtel, l'habit noir couvert de plâtre qui lui donnait un air burlesque, ajoutant encore au tragique, expliquait, bégayant, vacillant, les yeux hagards, qu'il était dans l'office et cherchait son maître d'hôtel. Depuis quelques instants, le service ne se faisait plus. On entendait les commandes, les exclamations, les apostrophes vite impatientes qui se multipliaient. Labedzi regardait, intrigué, l'office entièrement désert, quand un souffle puissant le précipita à terre. Alors que le bruit suraigu, atroce et déchirant lui transperçait les tympans et qu'une pluie de gravats s'abattait sur lui. Une dizaine de corps disloqués, immobiles, les yeux grands ouverts, dispersés ou disposés comme le final d'un ballet dramatique, gisaient sur le carrelage noir et blanc. Une flaque écarlate s'étendait autour de ces figurines d'un jeu nouveau et curieux, posées sur l'immense damier. Dans ce décor, un moment figé et silencieux, s'élevèrent soudain des cris d'animal torturé mêlés au râle des gisants. Cris inhumains du père, de la mère devant l'enfant mourant. Dans une bousculade intense, indescriptible, le flot des fuyards hagards se croisait avec celui des passants, des amis, des parents qui se précipitaient pour relever un blessé ou serrés dans une étreinte inutile, désespérée, pathétique, le corps sans vie, laissé joyeux une heure auparavant.